Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Le Rendez-vous des entrepreneurs. Nous vous proposons un programme qui a pour objectif de répondre aux problématiques des chefs d'entreprise afin de partager les astuces à connaître et les pièges à éviter dans le cadre de votre activité. Pour cette émission, nous avons choisi d'aborder le cas de la responsabilité pénale des dirigeants et des entreprises. Chefs d'entreprise, comment est engagée la responsabilité pénale de votre entreprise? Alors, bonjour Monsieur Robin. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Enchanté, merci de l'invitation. Oui. Alors, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors, je suis Ludovic Romain, je suis avocat en droit pénal et droit pénal des affaires au barreau de la Martinique. D'accord. Pouvez-vous nous dire que signifie la responsabilité pénale dans le cadre d'une société commerciale? Alors, avant d'arriver à la responsabilité pénale, il y a un principe de responsabilité. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez commettre ou faire quelque chose, vous êtes tenu responsable de ses effets. Donc, de manière générale, vous avez la responsabilité pénale, la responsabilité civile. Qu'est-ce que recoupe la responsabilité pénale? Le pénal, c'est que vous avez un certain nombre d'actions qui sont prohibées, de comportements qui sont prohibés par la loi et qui sont punis dans le cas où, au contraire, vous seriez rendu coupable de ces agissements-là. Et donc, pénal, c'est qu'il y a une punition derrière, à la différence de la responsabilité civile. Parce que la responsabilité civile, c'est que vous avez commis une faute qui, elle, ne reste que civile. Il n'y a pas une question de punition derrière, mais de réparation. Vous allez réparer la faute que vous avez commise. Et c'est ça la différence fondamentale. Et cette responsabilité donc pénale, qui est expressément prévue par la loi, parce qu'il n'existe pas de responsabilité pénale là où la loi ne le prévoit pas. À partir de là, cette responsabilité, elle va peser tant sur les personnes physiques que sur les personnes morales. Donc elle ne concerne pas uniquement des sociétés commerciales, elle va concerner des associations, des fondations, des groupements, voire des établissements publics. Et la loi a évolué et elle prévoit maintenant de manière très large qu'une société, et on le verra, que des dirigeants peuvent être poursuivis dans le cadre d'une action pénale. Justement, c'est la question qui venait après, c'était de savoir comment peut être engagée la responsabilité pénale d'une entreprise ou de son dirigeant, et est-ce que c'est une différence de texte ou c'est des agissements qui sont différents? Pouvez-vous nous expliquer comment on fait pour savoir que c'est une personnalité morale, donc l'entreprise, ou la personnalité physique, le dirigeant, qui est responsable d'un acte qui est prévu, enfin en tout cas puni par la loi? Justement, c'est là la grande différence, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu une évolution. Avant 1994, le principe de responsabilité pénale des personnes morales n'existait pas. C'est-à-dire qu'on estimait que l'entreprise en elle-même, donc la société, sa dénomination sociale, ne pouvait pas être poursuivie. En 1994, on a introduit un principe de spécialité, c'est-à-dire que sur certaines infractions uniquement, on allait pouvoir poursuivre la personne morale elle-même, donc la société. Donc vous prenez une SARL, vous prenez une SAS, on estime que cette société-là, à partir de 1994, en tout cas pour la SARL, la SAS est arrivée après, on pouvait poursuivre la personne morale elle-même. Ensuite, il y a eu une autre évolution, en 2004, où on a estimé qu'on faisait sauter ce principe de spécialité et qu'en fait, une société pouvait être poursuivie pour n'importe laquelle des infractions prévues par la loi, sauf si cette loi exclut la responsabilité d'une société pour l'une ou l'autre des infractions. C'est-à-dire qu'on est passé d'un principe qui est devenu général à une exception, là où avant, c'était l'exception et après, vous aviez à côté le général. Donc, l'important, c'est de taille, parce que maintenant, les sociétés doivent savoir, en tout cas les organes dirigeants des sociétés doivent savoir que la société peut être poursuivie pour n'importe laquelle des infractions prévues par la loi. Sauf s'il y a un texte qui le dit, par exemple, de manière très concrète, que les personnes morales ne peuvent pas relever de cette infraction. Donc on prend tout et on réduit maintenant, simplement au cas où la loi ne prévoit pas de poursuivre les personnes morales, c'est uniquement dans ces cas-là qu'elles ne peuvent pas être poursuivies. Pour tout le reste, elles peuvent être poursuivies. Okay. Est-ce que vous avez des exemples de sanctions qui a été données à une personnalité morale, donc une société, et à un dirigeant d'entreprise? Par exemple, pour une même infraction, est-ce que les deux peuvent être impliqués ou c'est comme vous disiez, c'est une exception Alors c'est une très bonne question dans la mesure où le texte prévu par le Code pénal vise expressément que l'infraction doit avoir été commise par une personne physique
dans l'intérêt de la société. Et c'est ce qui va faire la différence. Je prends un exemple. Vous avez une personne qui a un pouvoir de décision dans une société qui va, par exemple, commettre un abus de confiance. La différence des poursuites se fera de la manière suivante. Si on avait remis à la société une somme d'argent, par exemple, pour pouvoir, un associé avait remis une somme d'argent pour qu'elle puisse être réinvestie pour l'intérêt de la société, celui qui l'a reçu et qui l'a utilisé pour une autre fin que celle qui était prévue au départ, mais toujours dans l'intérêt de la société, va engager la responsabilité de la société elle-même. Par contre, celui qui a reçu l'argent et qui l'a utilisé pour lui, au lieu de l'utiliser pour le but qui était prévu initialement, ce n'est plus la société qui va être poursuivie, c'est cette personne elle-même. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est selon le compte pour qui l'infraction a été commise. Si c'est pour le compte de la société, alors la personne qui a commis l'infraction, la personne physique sera poursuivie et la société elle-même sera poursuivie. Si c'est uniquement pour le compte de la personne qui a commis l'infraction, alors la société n'est pas poursuivie. Et c'est cet élément-là qui fait d'ailleurs l'objet de plein de discussions devant les juridictions, parce que systématiquement, quand vous commettez une infraction pour le compte de la société, on poursuit et la société et la personne qui physiquement a commis l'action. Je prends un exemple. Vous pouvez avoir faux usage de faux. C'est-à-dire que vous avez un dirigeant qui est un peu gêné aux entournures, qui a besoin de conclure un contrat qui est relativement juteux et qui va produire un faux document. Il l'aura produit dans l'intérêt de la société. Et donc demain, la victime qui a été abusée par ce faux document va porter plainte et on va engager la responsabilité pénale de la société, mais à la fois de celui qui a falsifié le document. Donc, parce que là, on est vraiment dans l'intérêt de la société. Il l'a fait pour la société. Je reprends ce même exemple. Vous avez un dirigeant ou un associé qui veut avoir droit à un certain nombre de dividendes supplémentaires, ou bien quelqu'un qui va falsifier un compte courant d'associé pour pouvoir justement avoir des avantages en retour par la suite. Comme ce n'est pas dans l'intérêt de la société elle-même, mais dans son propre intérêt, on ne va pas poursuivre à ce moment-là la société, mais pour ce faux et usage de faux, on va poursuivre l'auteur lui-même, personne physique uniquement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que à chaque fois que vous faites, en qualité de personne qui a un pouvoir de décision, que vous commettez une infraction dans l'intérêt de la société, on va condamner à la fois la société, en tout cas on va poursuivre à la fois la société et la personne physique elle-même qui a un rôle dans cette société. Est-ce qu'on peut préciser rapidement à quoi correspond, quelles sont les caractéristiques de la personne qui a un pouvoir décisionnel en général dans les entreprises? Alors, c'est une question très, très précise, hein, mais si on peut répondre de façon synthétique à cette question, est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots? Alors, au regard de la responsabilité pénale, ce qu'on va apprécier, premièrement, parce que déjà c'est le dirigeant qui représente la société. Donc un dirigeant, c'est un gérant. Vous avez un gérant, ça dépend de la forme sociale, effectivement. Chaque forme sociale va avoir ses particularités. Mais on prend l'exemple le plus commun, on appelle le gérant. Déjà, il y a une présomption de responsabilité qui va peser sur lui. On va découvrir une malfaçon, on va découvrir quelque chose qui relève d'une infraction pénale, on va naturellement se tourner vers le gérant. Parce que c'est lui, généralement c'est prévu dans les statuts, qui a la capacité juridique de représenter la société dans les actes extérieurs. Donc quand un acte extérieur est contraire à la loi et se fait à l'égard des tiers, on estime qu'au départ, le gérant doit pouvoir donner des explications. Donc il y a une présomption qui va peser sur le gérant, donc sur le dirigeant naturel de l'entreprise. Après, charge à lui de dire, je ne pouvais pas contrôler l'acte qui a été fait parce que j'ai délégué les pouvoirs. Il y a une délégation de compétences ou de pouvoir qui se fait à l'intérieur de l'entreprise. Il y a une délégation en bonne et due forme. Donc, l'acte dont vous me parlez, effectivement, j'aurais dû en connaître, mais maintenant, je vous démontre que je l'ai délégué à telle personne. Donc, il faut voir avec cette personne. Donc, au départ, on part sur cette présomption-là pour aller vers, finalement, celui qui avait réellement la compétence pour faire l'acte. Et à chaque fois, ce sera ça. Je prends un exemple. Vous avez dans la comptabilité, par exemple, des dissimulations ou bien des falsifications d'écriture. On va demander naturellement au gérant des explications. Je prends un exemple, fraude fiscale, le fisc découvre qu'il y a cette infraction-là. On va demander au gérant l'explication et généralement ce que le gérant fait, c'est qu'il renvoie naturellement vers la comptabilité des explications que le fisc doit recueillir. Parce qu'il dit, je n'ai pas la compétence matérielle ni technique de me pencher dans les écritures, je n'ai jamais donné l'ordre de falsifier quoi que ce soit, il faut interroger la personne qui a compétence naturelle pour le faire dans l'entreprise
parce qu'elle est déléguée. C'est un des exemples. Alors, donc, en résumé, quelqu'un qui est associé sans être gérant d'une société, si la société a commis un acte, enfin, en tout cas, a réalisé un acte qui est pénalement sanctionnable, qu'est-ce qui se passe? L'associé en question, parce que c'est ça toute la question. Et je reviens au principe, justement, du compte pour lequel l'infraction a été réalisée. Si c'est, comme je le disais, un gérant qui, pour son compte, a détourné l'argent de la société, alors l'associé lui-même est bien fondé à porter plainte. Parce qu'ils ont un intérêt commun dans une société et on l'a privé, en tout cas, d'une partie de ce qui lui revient de droit. Par contre, ce même associé, même si ce n'est pas lui qui physiquement a réalisé l'acte, si la société, c'était pour son compte que l'acte frauduleux a été réalisé, alors la société en entier va être mise en cause. On va nécessairement, généralement, interroger les associés pour savoir s'ils étaient au courant. Mais il faut faire attention. La condamnation de la société ne veut pas dire que c'est l'associé qui est condamné. Ou le ou les associés. Ou le ou les associés. Il y a une différence fondamentale. Parce que vous pouvez avoir un gérant qui a donné un ordre à un de ses subordonnés, l'acte en question est frauduleux, mais les associés ne sont pas au courant. Tout à fait. Et c'est après vérification qu'on se rend compte finalement que ça relève du terrain pénal. Et donc, il faut bien faire le distinguo, parce que même dans les cas où la société peut être condamnée, ça ne veut pas dire que les autres associés sont nécessairement reliés à l'infraction en cause. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on parle de responsabilité limitée. Exactement. On va passer maintenant aux cas qui permettent de voir les cas d'infraction possibles en matière pénale quand on a une société, donc soit commise par le dirigeant, soit commise par la société. Donc là encore, on n'est malheureusement pas dans une émission très longue, donc il faudra être synthétique sur cette réponse, mais au moins énumérer, et puis après on verra les exemples les plus courants, mais nous dire quelles sont les infractions qui sont prévues pénalement dans le cadre de la vie d'une société commerciale. Alors, comme je disais, il n'y a plus le principe de spécialité, c'est-à-dire que n'importe laquelle des infractions peut faire l'objet de poursuites à l'égard d'une société, donc d'une personne morale. Je préfère utiliser le terme société parce que ça ne concerne pas que les sociétés commerciales, mais elles y rentrent quand même. Elles sont dans la catégorie naturellement des personnes morales. Il n'y a plus de principe de spécialité, donc elles peuvent être poursuivies pour toutes les infractions prévues par la loi, sauf celle où la loi dit que les personnes morales ne seront pas poursuivies pour ces infractions-là. Mais il y a des exemples qui sont courants et qui permettent de revenir à chaque fois sur des catégories d'infractions. Je pense notamment à l'abus de confiance, c'est ce qui se fait et qui est jugé le plus souvent devant les juridictions. Je pense par exemple au faux et à l'usage de faux. Je pense à la fraude fiscale, parce que vous avez un certain nombre de charges que doivent subir les sociétés, et certaines fois ne les reversent pas ou les collectent et détournent le fruit de cette collecte. On pense notamment à la TVA. Le non-reversement de la TVA, on le rappelle, est une infraction pénale. Vous avez également des infractions environnementales. On peut avoir une société qui ne respecte pas les préconisations au regard de la préservation de l'environnement et qui peut être condamnée sur ce terrain. Donc il y a vraiment une multitude d'infractions qui sont possibles et il faut justement à ce titre-là que les dirigeants, ou en tout cas les organes dirigeants des sociétés, se renseignent pour que généralement même un audit puisse être fait et pour limiter le risque pénal. Parce que souvent ce qui se passe, c'est que vous avez des dirigeants qui ne sont pas au courant que certaines omissions constituent des infractions pénales. Ah, j'ai oublié de déclarer ça, je ne savais pas qu'il fallait déclarer ça, je ne savais pas que c'était une infraction pénale, mais pourtant, dura lex sed lex, la loi est dure, mais c'est la loi sera appliquée. Et il y a un deuxième adage qui est bien connu, c'est que nul n'est censé ignorer la loi. Donc, il y a vraiment une précaution à avoir, parce que vous avez des infractions qui sont volontaires, où il y aura une commission volontaire de l'infraction, et vous avez des infractions, donc des dites intentionnelles, et vous avez des infractions qui sont purement formelles. Vous n'avez pas déclaré, monsieur, vous êtes en infraction. Et ça, je prends un exemple. Vous pouvez, dans le cadre d'une société qui vient d'être constituée, je dis bien qui vient d'être constituée, vous avez, pour les besoins de la Constitution, fait un certain nombre d'actes préparatoires, vous avez commencé à embaucher du monde, mais vous avez oublié de régulariser la situation des personnes que vous avez embauchées parfois temporairement. On va dépasser le contrat initialement prévu à durée déterminée, la société est lancée, ces personnes continuent à travailler, mais vous pouvez être poursuivi pour travail dissimulé. Parce qu'à un moment donné, vous avez oublié de faire remonter
Ça peut être un oubli, de faire remonter auprès de l'administration le statut de ces personnes-là en disant, effectivement, maintenant on va les déclarer parce qu'elles travaillent à demeure dans la société. C'est un des exemples qui arrive généralement très fréquemment. Donc il faut vraiment être vigilant parce que certaines fois, l'auteur, on appelle ça l'agent, va commettre l'infraction intentionnellement, mais il existe des infractions, on n'a pas besoin d'avoir une intention coupable, où on peut simplement omettre de faire quelque chose et c'est le même résultat. Alors, dans ces infractions, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, d'autres exemples qui permettent de mieux comprendre en fait comment et quelles sont les conséquences pour l'entreprise de passer devant un tribunal pour avoir commis certaines infractions? Alors, de toute manière, les peines, généralement, quand vous regardez le code pénal, vous avez, parce qu'il peut y avoir un auteur, personne physique, un auteur, personne morale, vous avez deux catégories de peines qui sont prévues par la loi. Vous avez des peines relatives à la personne physique, donc il y aura l'enfermement, la privation de liberté, peine d'amende, et vous avez les peines relatives aux personnes morales, où généralement... Parce que les personnes morales, on ne peut pas les mettre en prison. Exactement, et généralement, ce sont des peines d'amende beaucoup plus élevées que les personnes physiques, donc ça tape au portefeuille, ça peut littéralement mettre une société à genoux, et vous avez en plus des peines complémentaires. Parce que quand une société est condamnée, généralement, il y a cette sanction pécuniaire, mais il y a aussi l'impossibilité derrière de conclure des marchés publics, par exemple. Ou l'interdiction pour certains dirigeants de gérer, d'administrer, etc. Donc, c'est vraiment des sanctions qu'il ne faut pas prendre à la légère parce que, rappelons-le, le but de la société, le but de toute société, c'est de faire des bénéfices. Parce que c'est ça l'objectif, d'autant plus si c'est une société commerciale. L'objectif qu'on vise, c'est de fructifier puis de faire des bénéfices. Et donc, quand on tape au portefeuille, on vient finalement de manière très logique et de manière même structurelle venir à l'encontre de l'objet social. On fait ralentir la vie de la société, on peut même l'éteindre. Parce qu'il peut arriver aussi certaines fois que, à l'issue, le tribunal prenne une condamnation et interdise tout simplement que cette société puisse continuer son activité. Ou le dirigeant, puisqu'il y a une nouvelle société. Exactement. Et c'est pour ça souvent que, quand on condamne un dirigeant, parallèlement, on l'empêche d'exercer pour une durée déterminée. Cette durée ne peut pas être indéterminée, il faut toujours qu'il y ait dans le cadre de la loi, une limite qui est prévue par les textes, mais on l'empêche de gérer, on lui donne une interdiction de gérer, de sorte que demain, si la société affirme, il ne rouvre pas une société B pour pouvoir gérer à nouveau, ou commettre malheureusement les mêmes infractions. Donc pour les chefs d'entreprise qui sont soit en création, soit en développement, soit même en difficulté d'entreprise, quelles sont les étapes, les choses à vérifier pour pouvoir ne pas se retrouver dans le cadre d'une infraction pénale? Alors, effectivement, c'est une très bonne question parce qu'il y a deux phases dans lesquelles on est parfois un petit peu plus étourdi ou bien plus à même d'être tenté de commettre une infraction par mégarde ou bien même volontairement. Il y a la phase où on crée l'entreprise et il y a la phase où l'entreprise est en difficulté. Quand le navire prend de l'eau, certaines fois, malheureusement, certaines personnes se permettent des facilités qui sont contraires à la loi. Il y a aussi un autre cas, c'est quand on est dans une phase où on veut optimiser le fonctionnement de l'entreprise. Il faut donc être vigilant parce que il y a ces phases-là, on est plus susceptible, en tout cas, de commettre des infractions. Et le réflexe à avoir, c'est qu'à partir du moment où on va douter d'un choix qu'on fait, parce qu'on se demande, déjà si on se demande est-ce que ce choix-là est légal, c'est qu'il faut une réponse derrière. Parce que souvent, c'est qu'on sait que ça peut emmener sur le terrain d'une infraction pénale. Et souvent, c'est ce que j'explique dans le cadre de l'accompagnement que je fais aux entreprises et aux chefs d'entreprise, que quand vous avez des choix à faire, notamment sur l'embauche d'employés, notamment sur des déclarations, sur l'ensemble de déclarations à faire en fonction d'un type d'activité ou d'un autre, il faut se renseigner avant parce qu'une fois que vous avez oublié de déclarer quelque chose ou bien une fois que vous avez réalisé l'acte en question, vous êtes susceptible de relever de la loi pénale. Et compte tenu du fait que le délai de prescription a été rallongé, que souvent, c'est un autre principe, vous avez pour les infractions complexes un délai qui part au jour de la découverte, même 10 ans après, on va découvrir en analysant vos comptes que vous avez, il y a 8 ans, dissimulé un certain nombre d'informations, on peut, à certains égards, vous poursuivre. Donc ça, c'est très grave et le conseil que moi je donne aux chefs d'entreprise, c'est que quand ils ont un doute,
sur la sécurité juridique d'un acte qu'ils ont à faire, il faut qu'ils interrogent des avocats ou des experts comptables qui sont à leur côté. C'est fondamental parce que souvent, un bon conseil vaut mieux qu'un mauvais procès, je le dis, et l'impact d'un procès pénal, ça va écorner à la fois le casier judiciaire du dirigeant et le sérieux de l'entreprise. Parce qu'une entreprise a également un casier judiciaire. Les gens ne le savent pas, mais une entreprise a un casier judiciaire et quand vous passez un certain nombre de marchés, si vous avez vocation à vous étendre, que vous êtes une très petite entreprise, que vous devenez une petite moyenne entreprise pour ensuite devenir une entreprise, une grande entreprise, on va regarder votre casier judiciaire et ça peut vous fermer un certain nombre de portes, notamment avec des institutions et même parfois au niveau de votre banque. Parce qu'une entreprise qui a été condamnée pour escroquerie ou bien pour pratique commerciale trompeuse, à ce moment-là, ne va pas présenter des gages de sérieux si demain on est sur un certain nombre de marchés qu'on doit passer ou des partenaires plus ou moins sérieux qui demandent des gages. Pour conclure, en synthétique, quels conseils pourriez-vous donner aux chefs d'entreprise? Alors, beaucoup de prudence, oui, sans non plus de frilosité, mais à chaque fois qu'on va réfléchir sur un axe, une stratégie d'optimisation, ou quand l'entreprise est en difficulté, toujours se rappeler ce principe de responsabilité pénale. C'est-à-dire que derrière chaque acte, il peut y avoir cette responsabilité pénale et qu'il faut se renseigner avant de se lancer dans la réalisation d'un acte qui peut relever d'une infraction pénale. Si c'est trop susceptible pour être clair, renseignez-vous et une fois que vous avez la sécurité du conseil, bien vous y allez en toute sérénité. Merci. Merci beaucoup. Bon, monsieur Romain, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie pour l'invitation. Et puis, je vous dis à bientôt. À bientôt. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Entrepreneurs, j'espère que cette émission vous a permis de vous éclairer dans l'évolution de votre activité. Quant à nous, nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle émission. Et n'oubliez pas, demain, c'est aussi entreprendre.